Quel plaisir d'être ici parmi vous. Je m'appelle Sara Palomeque. Nous sommes ici avec Joseph Zárate. Merci beaucoup d'être venu. Je vais parler de l'espace. Je vais parler lentement car nous sommes interprétés par deux professionnels merveilleux qui se trouvent au fond de la salle. Je les remercie pour leur travail. Et merci à la Fondation de m'avoir invité, mais aussi à Gaby Martínez qui n'est pas présente, et c'est le responsable de ma présence ici. C'est la deuxième fois que je viens en Suisse. Pour Joseph, c'est la première fois. Nous sommes un peu néophytes. Quel pays merveilleux. J'ai même la chance que ma seule nièce est née ici. C'est un pays avec lequel j'ai des attaches. Nous allons évoquer ce livre. Un véritable bijou. Les guerres invisibles. Un vrai bijou du journalisme. Je discutais tout à l'heure avec Joseph. Il s'agit non seulement d'un journalisme rigoureux, documenté, il s'agit aussi de quelque chose de statique, d'esthétique. Il y a un goût pour la littérature, ce qui est rare. Il existe des reporters qui voyagent partout dans le monde, qui recueillent énormément d'informations, mais ensuite, ils n'arrivent pas à recréer autant de beauté, ils n'arrivent pas à injecter de la poésie dans leurs textes. Au contraire, d'autres ont cette capacité. Et pour diverses raisons, n'arrivent pas à transmettre suffisamment d'informations. Je trouve donc que nous sommes face à un mélange merveilleux de ces deux composantes, un très bel équilibre, époustouflant. Joseph Zárate est né à Lima, au Pérou. On est de la même année d'ailleurs, 1986. Joseph a reçu beaucoup de prix. Le prix García Márquez, le prix Ortega y Gasset, à la meilleure chronique journalistique. Et son dernier livre, Quelque chose à nous sur Terre, lui a valu le prix national de journalisme en 2020. Et il a été nommé au True Story Award également. Pour une personne qui n'a que 2 livres à son actif, je me rends compte qu'il a beaucoup plus de prix que de livres. Il a reçu 4 prix pour 2 livres. Il n'y a pas mieux. Je vais lire un texte que j'ai préparé. Je ne veux pas trop m'étendre, car nous avons beaucoup de sujets à couvrir. Mais je voudrais pouvoir vous présenter l'œuvre de Joseph Zárate, une œuvre traduite au français. J'ai lu son œuvre en espagnol, mais vous pourrez la lire en français. Vous pourrez même l'acheter ici, dans la librairie de la Fondation. Mon pays me rend heureux, pas l'argent. Voilà ce qu'affirme Máxima Acuña, une paysanne de Cajamarca qui a dû lutter sans le vouloir contre la compagnie minière qui a voulu transformer sa maison et son environnement naturel en une déchetterie toxique. C'est l'une des histoires que nous raconte Joseph Zárate. Et cette histoire pénètre dans son pays pour donner la voix à tous ceux qui, d'habitude, n'ont pas de voix. Il fait des recherches, il voyage dans le pays, comme je l'ai déjà dit,
et se retrouvent dans des territoires insoupçonnés, ces territoires qui n'apparaissent même pas sur les cartes et qui se retrouvent un peu estompés dans les narratifs du progrès. En fait, Zárate ressemble à un infiltré, mais comme il nous le dit à la fin du livre, il raconte en même temps l'histoire de ses origines. Quelle belle chose qu'on évoquera plus tard, car il a une voix très discrète. On s'en rend compte à peine, mais dans le fond, il a un rapport personnel avec ses personnages, des personnages littéraire. Je vais souligner un trait de son écriture, la discrétion dans le bon sens du mot. Dans une partie des histoires, on voit que en fait, les histoires sont connectées entre trois matériaux, le bois, l'or et le pétrole. On n'entend pas le reporter. Le reporter est invisible. Ce qu'on entend en revanche, ce sont les communautés indigènes, une infirmière, les employés du contrôle de sécurité, les proches de certaines des personnes mortes. Il s'agit d'un professionnel qui s'est rendu compte qu'en journalisme, les protagonistes, ce sont les autres. Les leçons sont claires. Et elles viennent peut-être du prix Nobel Svetlana Alexievitch. Si jamais vous la connaissez, il s'agit de celle qui a écrit Voix de Tchernobyl. Et moi, j'aime beaucoup quand Joseph reprend sa réflexion sur le petit homme. Il s'agit d'un livre qui insiste sur les petites histoires de l'homme petit. Mais bien entendu, ce petit homme devient grand, la petite femme devient grande, les enfants deviennent grands aussi dans les histoires consignées dans ce livre. Ce sont des choses qui se produisent. Joseph Zárate nous présente un système de possession de la propriété que les paysans ne comprennent pas. Pour eux, la terre se partage. Je crois aussi que tu es l'héritier des réflexions de Foucault lorsqu'il parlait du pouvoir et de la connaissance. Et cela se voit reflété lorsque tu nous dis qu'une carte est un instrument de pouvoir. Il existe des zones dans la jungle qui n'apparaissent pas sur les cartes pour que, de façon délibérée, on puisse se les approprier, pour que certaines compagnies en prennent possession et personne d'autre ne puisse les réclamer. Joseph fait quelque chose d'autre. Il secoue les notions occidentales de l'histoire pour dégrainer un colonialisme dont les pratiques sont toujours en vigueur sous la forme de gains des entreprises. On dirait que le colonialisme n'a pas de fin. Le colonialisme persiste en Pérou, mais pas que. Zárate n'organise pas non plus son écriture autour d'un axe manichéen de droite ou de gauche. C'est quelque chose que tu arrives à raconter. Si le président est de gauche ou de droite, il y a une logique économique du développement qui iront au-delà de tout clivage. Joseph réussit à le faire de façon discrète. On ne s'en rend même pas compte. Mais il s'est bien documenté, il a fait les entretiens nécessaires. Mais je vais m'arrêter là car je veux lui donner la parole. Alors,
Tout n'est pas cachette. Dans le fond, la dédicace du livre et même l'épilogue du livre nous font référence à sa grand-mère. Tu pourras d'ailleurs le confirmer, Joseph. Un prénom féminin, Lili Tuanama Núñez. Sa grand-mère, Mamita Lili. Il s'agit de l'esprit qui guide tes propres paroles. Cette jeune femme qui a quitté la jungle pour ne jamais revenir évoque le voyage de celui qui casse ses racines. Mais il s'agit aussi du voyage que fait la terre vers des possessions. De cette façon, Joseph boucle la boucle. La grand-mère apparaît au début et à la fin, et de cette façon, c'est comme une cicatrice qui permet de guérir de l'arrachement des racines. À la fin, l'image de Mamita Lili matérialise les déplacements forcés, la perte de l'identité et une mémoire qui finalement arrose la semence. Je crois que ta grand-mère, Mamita Lili, serait très fière de ce livre. Et nous tous, ici présents, sommes fiers de ce livre. C'est une merveille. Merci beaucoup, répond Joseph. Alors, permets-moi de commencer avec la question suivante. Comment cette grand-mère si tendre devient un esprit qui guide tes paroles? Notre génération en particulier a un contact très spécial avec les grands-parents, car dans la vie des grands-parents, il s'est produit énormément de choses. Le monde a changé dans ces biographies. J'aurais voulu, pour commencer, que tu nous racontes les origines de ce livre. Pourquoi c'est elle qui guide tes pas? Merci beaucoup, Asara. J'en suis même ému à l'écoute de ton texte. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui sont ici présents. Merci à la Fondation Michalski de m'avoir invité. Et je suis heureux de pouvoir partager avec vous tous ce qui se produit de l'autre côté du monde. Ma grand-mère a été une personne très importante pour ce projet, non seulement parce que c'était ma grand-mère et parce que je m'en souviens quand elle habitait chez nous quand j'étais petit, mais son propre passé. Elle est décédée il y a quelques années, même avant la publication de ce livre. Et il s'agissait d'une histoire douloureuse pour elle. Je me rappelle que quand je suis devenu journaliste, c'était une histoire douloureuse, celle du passage de la jungle à la ville. Et pourquoi cela? Car quand elle décide de se rendre à Lima, la grande capitale du Pérou, elle voulait devenir infirmière, elle voulait faire des études, elle voulait le faire dans la capitale parce qu'en Amazonie, ce n'était pas possible de trouver un emploi, de trouver une bonne éducation. Et comme elle, beaucoup de personnes ont dû quitter leur communauté, ont dû quitter leur village pour se rendre en ville. Elle l'a fait quand elle avait 14 ou 15 ans et en arrivant à Lima, elle s'est rendue compte très vite que la société de Lima, comme c'est le cas dans beaucoup de capitales du monde, était ou est toujours une société raciste qui discrimine les personnes qui ont des origines indigènes, qui ont une couleur de peau mate comme la mienne. On se trouvait alors regardé avec de façon prétentieuse. Ma grand-mère cachait ses origines et essayait de ne pas trop parler, elle a même changé sa façon de parler, sa façon de s'habiller, et elle essayait de devenir une citadine. J'ai grandi chez elle et je ne connaissais pas son histoire. Ce n'est que lorsque je suis devenu journaliste et que je commence à voyager dans mon pays
que j'ai visité la jungle, je me suis rendu compte, j'ai réalisé que ma grand-mère venait de la jungle. Et je lui ai alors posé quelques questions pour la première fois. Et en tant que journaliste, j'avais une certaine pulsion pour raconter tout ce qui se passait loin des villes, dans les zones les plus rurales. Et je le faisais parce que j'avais cette pulsion, puisque cela reflétait l'histoire de ma grand-mère. Mais j'étais né à Lima. En quelque sorte, ton histoire était un peu amputée de Monde Azara. Joseph lui répond, oui. Lima est une ville de 11 millions de personnes et moi j'habitais un quartier qui se trouvait en périphérie. Il s'agissait d'un quartier populaire, fondé par des migrants qui venaient de la montagne, de la jungle. Je corresponds à une deuxième génération de limeños. Nos grands-parents venaient des Andes, venaient de la jungle. Nous avions alors un écosystème culturel un peu différent de celui qui était dominant dans le pays. Mais en grandissant, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends compte que lorsque tu contrastes avec ce que tu vois à l'extérieur de ton environnement. J'étais parmi les premiers petits-enfants de ma grand-mère à se rendre à l'université. Je suis le seul qui travaille dans les lettres. J'ai commencé alors à m'intéresser à son histoire et j'ai commencé à relier les différents bouts. Et de cette façon, j'ai donné un peu plus de sens à ce que je faisais. Les histoires consignées dans les livres sont des histoires d'hommes et de femmes qui, contrairement à ma grand-mère, qui a même eu honte de ses origines, les personnages de mon livre ont fait un voyage en sens inverse. Au lieu de sentir honte, au lieu de leurs origines, finissent par l'embrasser, finissent par être fiers de leur culture, de leur territoire, malgré les contradictions qu'il peut y avoir. Je pense que cette connexion était intéressante. Comment au Pérou et dans d'autres pays d'Amérique latine, certaines personnes font le voyage inverse de ce que la culture occidentale dominante fait. La culture réelle est celle qui vient des universités, celle qui vient de l'académie, et le reste est une sous-culture. La culture rurale, la culture indigène. Pour moi, il était intéressant de raconter ces autres vies. Des points de vue qui font participer la nature. Quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis rendu compte que nous avons un ami en commun, Ivan Santibáñez. Il habite en Philadelphie. Moi aussi, j'ai vécu à Philadelphie. Et quand je prenais un café avec lui et qu'il me parlait du Pérou, il me répétait que le Pérou est un pays qui se déteste lui-même. Et je n'ai jamais compris cette déclaration. Il le répétait même comme un mantra, jusqu'au jour où je lui ai demandé des explications. Tu me le répètes si souvent et je ne comprends pas. En fait, beaucoup de personnes avaient honte de leurs origines indigènes. Il y avait une distinction dans la couleur de la peau plus marquée que celle que l'on pouvait voir en Espagne. Et pour moi, tout cela était douloureux, car c'était une sorte de racisme imposé à soi-même. En lisant ton livre, cela ne se voit pas dans les personnages de ton livre. Crois donc-tu que cela est en train de changer ? Oui, je pense que oui, c'est en train de changer.
Actuellement, bon, les générations d'aujourd'hui sont un peu plus jeunes. Notre ami commun, lui, a 70 ans, bref. Mais je crois qu'il y a une auto-aversion, si je puis dire, une aversion à l'endroit de certaines caractéristiques qui nous lient à ces peuples autochtones. Il y a donc une haine de soi et je crois que c'est reliquat d'une mentalité coloniale. Le Pérou, tu viens de le dire, eh bien, ça a été au cœur de la colonisation espagnole aux côtés du Mexique. Ça a été l'épicentre de l'expansion coloniale espagnole. On l'a vécu dans notre chair. Et donc, aujourd'hui, lorsque les Espagnols, les conquistadors se sont installés au Pérou, il y avait une république à l'époque des Espagnols et il y avait une république d'Andins et ces sociétés s'organisaient en castes. Et donc la vision du conquistador vis-à-vis des peuples autochtones a toujours été une vision hautaine, discriminante. Et la République du Pérou s'est construite à partir de ces conquistadors blancs, alors que les peuples autochtones, eux, étaient à la périphérie, ils ne faisaient pas partie intégrante de la construction de ce pays comme il est aujourd'hui. Et donc, pendant longtemps, les autochtones, par exemple, n'avaient pas le droit de vote. Ce n'est que pendant le XXe siècle que les peuples autochtones, les membres de ces populations autochtones ont eu le droit de vote. Oui, d'ailleurs, il me semble que tu es allé voir ces communautés pour leur dire que pour défendre leurs eau, leurs ressources naturelles, il faut voter. Or, on se rend compte aujourd'hui que malgré le droit de vote de ces peuples autochtones aujourd'hui, ils n'ont pas reconquis, récupéré leurs terres. Oui, c'est vrai. Alors, seuls ceux qui pouvaient écrire et lire en espagnol avaient le droit de vote. Les Quechua, les Mara, il y a aussi environ au sud du Pérou une cinquantaine de dialectes, de langues. Chacune de ces langues a ses propres codes. Donc, voilà, c'est un exemple précis de cette dichotomie, de cette division. Le synonyme de progrès, c'est être aussi blanc que possible. C'est ce vers quoi certains des membres de ces peuples autochtones tendent. Et on le voit encore aujourd'hui, malheureusement. Évidemment, il y a une revendication de se réapproprier l'histoire. Il y a donc un désir de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il y a une vision différente. Je crois que j'appartiens du reste à cette génération, celle qui appréhende l'histoire d'une autre façon. Et c'est pourquoi je crois que ça se traduit par la défense du territoire. La nation, c'est cette communauté imaginée, celle vers laquelle on tend, et c'est pourquoi tu parles du bois, de l'or, du pétrole. En fait, tu es en train de nous dire que nos ancêtres nous ont transmis ces valeurs. Malgré tout, nous avons besoin du pétrole pour la croissance de notre économie. C'est peut-être le nouveau récit. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? Peut-être pourrions-nous concilier ces deux récits. Écoute, c'est assez complexe. Il y a plusieurs points de tension, en effet, qui sont concomitants, et il y a des stéréotypes, des idées préconçues selon lesquelles on dirait que les peuples autochtones protègent la nature.
Bon, mais ça déshumanise les peuples autochtones, puisque le corollaire de cette vision simpliste, c'est que les peuples autochtones sont des sauvages. Alors en fait, nous sommes tous des êtres humains et nous avons un côté lumineux, un autre un peu plus sombre, et il y a entre ces deux extrêmes une panoplie d'émotions qui nous traversent. Alors il y a, comme je viens de le dire, certains des membres de ces communautés autochtones qui sont plus ou moins militants. D'aucuns sont particulièrement militants, mais la plupart sont frappés par la précarité économique. Ces peuples autochtones n'ont pas de moyens de subsistance. Je parle de Ousmane Kouniachi. Oui, j'aimerais bien que tu nous parles de cette troisième chronique. Je crois que c'est l'un des récits les plus poignants. En fait, il y a un déversement de pétrole et ceux qui sont recrutés par l'entreprise de pétrole, eh bien, ce sont les membres de cette communauté, absolument. C'est un déversement de pétrole, c'est dévastateur, et l'entreprise pétrolière, pour nettoyer cette catastrophe, offre du travail aux autochtones qui y vivent. Et comme il n'y a pas de travail, la précarité prévaut. Les gens de cette communauté se disent, écoutez, on va me payer 7 fois plus que ce que je gagnerais si je vais cultiver la terre. Et donc, ils le font, même s'ils savent que c'est particulièrement dangereux. Et l'un d'entre eux, c'est le protagoniste, un enfant de 11 ans qui est parti récupérer et nettoyer la rivière, et elle les remplissait des seaux et des bouteilles en plastique de pétrole pour qu'il puisse acheter un smartphone avec l'argent qu'il aurait gagné. Bon. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il n'atteignait pas son objectif. Ce jeune a aujourd'hui 18 ans, il a lui-même un enfant et il a des problèmes de santé. Bon, c'est intéressant parce que ça nous montre comment une catastrophe écologique se transforme en un progrès pervers et perverti, je dirais. Le progrès, on le quantifie à l'aune de l'argent que l'on a sur son compte en banque, on le quantifie parce qu'on va à l'université ou pas, donc ce sont des critères occidentaux. Mais bon, tout cela a un coût. Et ce coût, bien souvent, est bien plus cher à payer pour certains que pour d'autres. Mais en fait, bon, ces gens ont besoin d'argent, ils ont... Voilà, je m'achète un frigo pour pouvoir ensuite vendre des glaces, etc. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas du reste si c'est une opinion qui pourrait être importante, mais dans ce livre, tu nous donnes à penser le fait qu'il ne faut pas juger ces gens, mais ces besoins économiques. Quel regard pourrions-nous y porter? Devons-nous ou pas les juger? Bon, ça a une dimension éthique et je crois que c'est une problématique que tu réussis à résoudre dans le livre. Écoute, je ne me suis jamais dit que j'allais être totalement impartial. Ça n'a pas été mon point de départ. Mais bon, le journaliste littéraire, ces chroniques, eh bien, c'est pour moi un outil pour que nous puissions réfléchir au sujet de la condition humaine. Nous, les êtres humains, nous sommes particulièrement complexes. Ceux qui vivent en Amazonie, ils ont un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus profond avec ce que l'on appelle la nature, avec cet espace. Mais par ailleurs, ce sont aussi des gens qui sont touchés par le capitalisme. On le voit. Le capitalisme, ce n'est pas simplement les échanges économiques, le lien, les relations que l'on a avec l'espace qui nous entoure. Eh bien, il est impacté par le capitalisme. Il est aussi, lui, entaché, si j'ose dire. Et je crois que ça me rappelle un peu la métaphore du virus.
on est contaminé, qu'on le veuille ou pas. Le capitalisme, in fine, eh bien, il déforme le lien naturel que l'on a avec notre environnement et il rompt le tissu social, il nous isole. Par le prisme du capitalisme, eh bien, on a cette illusion, c'est une chimère selon laquelle, tout seul, on peut atteindre notre objectif, on peut construire une société. Or, c'est faux. Ce n'est qu'ensemble que l'on peut construire une société. Donc, le capitalisme rompt les liens entre les individus, casse des familles et rompt le lien, en tous les cas, déforme le lien que l'on a avec son environnement dont ces communautés ont besoin pour vivre et survivre. Voilà, je viens de le dire à l'instant, je crois que c'est évident. Il y a quelques années, j'ai parcouru toute la rivière d'Amazonie, du sud à l'Atlantique. J'ai parcouru plus de 7000 kilomètres. C'est la rivière la plus longue du monde. Et on peut voir les manifestations de ce phénomène. On voit véritablement comment cet environnement, comment cet écosystème a été déformé par le narcotrafic, par l'abattage illégal du bois, par le braconnage, etc. Donc tout cela, ce sont autant de facteurs qui ont abouti, par exemple, à ce que l'on appelle comme étant le changement climatique. Alors, est-ce qu'on te critique pour ne pas défendre le progrès? L'obsolescence programmée, j'ai l'impression qu'elle ne concerne pas ton livre. Ton livre n'est pas caduque, bien au contraire, il est d'actualité. Mais enfin, je te pose cette question, est-ce qu'on t'a déjà critiqué pour ne pas avoir défendu le progrès? Est-ce qu'on t'a accusé de ne pas défendre ce progrès qui est sacralisé aujourd'hui? Écoutez, c'est une façon de penser le progrès. Tu as raison. C'est une vision occidentale de l'économie, mais enfin, on peut appréhender le progrès sous d'autres prismes, d'une autre façon. Ceux qui vivent dans les Andes, ceux qui vivent en Amazonie, celles et ceux qui vivent sur d'autres continents, eh bien, ils ont notre vision du progrès. Beaucoup de pays en Afrique, par exemple, ont une vision qui leur est propre du progrès puisqu'ils ont été impactés par le capitalisme. D'aucuns m'ont traité de communiste, d'appartenir aux rouges. Bon, toutes celles et ceux qui défendent les droits humains, eh bien, très souvent, ils sont taxés d'être pro-terroristes. Bon, c'est une étiquette facile à nous coller sur le dos, mais bon, ce sont des commentaires qui circulent sur Internet, par ici et par là. Bon, ce sont des accusations qui sont proférées peut-être par d'autres journalistes ou d'autres personnalités, mais enfin, au-delà de ma présence ici aujourd'hui grâce à ce livre, au-delà du fait que ce livre a été traduit dans 6 ou 7 livres, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, certaines universités au Pérou achètent ce livre. C'est le cas dans les lycées aussi. Donc, il y a 3000 exemplaires qui se vendent dans les universités ou les lycées. Bon, on m'invite, les élèves, les étudiants font des pièces de théâtre, ils lisent cette œuvre, ils me posent des questions. Alors, ils ont 14-15 ans, donc ils sont au lycée ou au collège. Alors, je ne suis pas de nature très optimiste, mais ce sont véritablement des moments où cet optimisme me touche parce que ces jeunes-là, c'est l'avenir. À l'époque, quand j'avais leur âge, je ne me frottais jamais à ce genre d'œuvre littéraire. Et alors, pour moi, c'est la bonne nouvelle.
Je crois que ça t'est arrivé aussi. À un moment donné, le livre ne t'appartient plus. Le livre vole de ses propres ailes et je crois que ce qui s'est passé avec ce livre, écoute, c'est formidable, surtout lorsque l'on comprend ce que tu voulais dire et on te dit « Ah oui, voilà, c'est exactement ce que tu voulais dire, je comprends, je capte, je n'y avais pas pensé. » Et merci d'avoir posé ces mots sur cette pensée qui m'avait traversée et que je comprends maintenant. Alors, tu as parlé de communistes, etc. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais ce qui fait sens, à mon avis, c'est la criminalisation dont les militants climatiques font l'objet. Tu en as parlé, en Amérique latine, ce phénomène est peut-être plus grave encore puisque beaucoup d'entre eux sont assassinés, mais en Europe, l'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de législations qui sont dures, rigides, plus que par le passé, à l'endroit des militants climatiques que l'on considère comme étant terroristes. Au Royaume-Uni, il y a quelques années, il y a eu une réforme juridique qui a permis d'adopter une des lois les plus restrictives en la matière. Alors, il y a donc une tendance qui se dégage et qui vise à criminaliser ces groupes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est d'autant plus important à l'heure où une vision différente de l'environnement nous manque aujourd'hui. Et quelle est la place de ce genre de journalisme à ce sujet? Écoute, je peux te parler de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est le continent que je connais le mieux. Selon Global Witness, c'est une organisation, des pays comme le Pérou, la Colombie sont dans le top 10 des pays les plus dangereux pour toutes celles et ceux qui défendent la terre, les ressources hydrauliques, les forêts, et ceux qui sont assassinés sont d'origine autochtone, comme Evin Ochota. C'est le premier récit de mon livre, Edwin Chota. Il a été assassiné. Donc, en fait, ce livre renferme 3 chroniques. La première porte sur ce militant qui a été assassiné. Oui, Edwin Chota, c'est la première chronique. Bois, il a été assassiné et on retrouve son corps. Et ce premier récit tourne autour du bois. La deuxième chronique porte sur l'or et la troisième sur le pétrole. Donc, historiquement, ce sont 3 ressources naturelles qui font partie du tissu politique socio-économique des pays d'Amérique latine, depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Donc, ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a des crimes qui sont perpétrés et au Pérou, au moins, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de facteurs. Il y a donc une économie illégale et il y a collusion avec les représentants politiques qui siègent très souvent dans les gouvernements. Aujourd'hui, au Congrès, au Parlement péruvien, il y a beaucoup de représentants, d'élus, qui ont des intérêts économiques auprès des entreprises minières ou qui ont l'intérêt que la déforestation se poursuive à cause de l'industrie agroalimentaire ou, encore une fois, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur appartenance à tel ou tel parti politique. Donc il y a conflit d'intérêts et c'est un mercantilisme qui est obscène. Et je crois d'ailleurs qu'il y a 2 mots-clés, la corruption et l'impunité. Corruption, impunité, c'est ce qui ouvre la voie à ces agissements. Il n'y a pas de loi. Enfin, la loi existe, il y a des lois qui protègent le droit des peuples autochtones, le processus de consultation est régi par la loi. Le problème, c'est que ces lois demeurent lettres mortes. Elles ne sont pas mises en œuvre. Pourquoi? À cause de l'impunité et à cause de la corruption.
Donc, il est très difficile qu'une communauté autochtone puisse avoir voix au chapitre. Celui qui a été assassiné par la mafia du bois, Edwin Chota, eh bien, ce n'est que l'année dernière que les auteurs de ce crime ont été inculpés et jetés en prison, des années après l'assassinat d'Edwin Chota. Donc, encore une fois, ils peuvent faire appel et ils peuvent être libérés, relaxés, on peut soudoyer les représentants de la justice et les représentants politiques. Donc voilà, on se rend compte qu'en réalité, et dans beaucoup de pays, surtout en Amérique latine, seuls ceux qui ont de l'argent, seuls ceux qui ont des pistons, eh bien, peuvent avoir justice. La justice n'est pas accessible aux peuples autochtones. Oui, alors, outre le fait que la loi n'est pas respectée, je crois que tu parles de labyrinthe bureaucratique dans lesquels il est particulièrement difficile de naviguer, surtout pour ceux qui vivent dans une culture différente. Il y a donc deux mondes qui coexistent et qui sont totalement déconnectés l'un de l'autre, si j'ai bien compris. Il y a plus de 600 communautés autochtones. La moitié de celles qui vivent dans la jungle péruvienne ne possèdent pas légalement leurs terres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le titre de propriété réclamé par le gouvernement, mais enfin, ces peuples autochtones, ils ont acheté tel ou tel territoire parce qu'ils l'ont acheté contre une vache, contre du bétail. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur une map monde, sur une carte, s'il y a une lagune qui n'apparaît pas, s'il y a une parcelle de terre qui n'apparaît pas sur cette carte, eh bien, la paraît peut-être en pointillé. Enfin bref, ce territoire, s'il n'existe pas, s'il est invisible à l'œil nu, les multinationales, elles, peuvent s'en emparer et peuvent en priver les communautés autochtones. Donc je crois que là, il s'agit d'aller au-delà de la loi. Le problème est ailleurs, oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le pays a été construit. Il y a un pays formel, officiel, si j'ose dire, qui a été construit, qui a son propre arsenal juridique. Mais en fait, c'est en tournant le dos à ces communautés autochtones que l'on a pu construire ce pays. Ceux qui vivent dans les zones rurales, dans les montagnes. Et très souvent, ces gens-là, ce sont des citoyens de seconde zone. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Et bien sûr, si ce sont des citoyens de deuxième catégorie, de seconde zone, ils sont traités de cette façon et ils n'ont pas accès à la justice que l'on retrouve dans les grandes villes. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu une série de manifestations contre le président actuel au Pérou, des protestations, des manifestations qui ont eu lieu dans les Andes, dans la région de Puno. Pourquoi? Eh bien, parce que cette communauté exigeait qu'il y ait élections précoces pour une série de conjonctures politiques. Alors, la réponse du gouvernement, ça a été une répression brutale. La police a assassiné environ 50 personnes, imaginez-vous. Et il n'y a aucun processus juridique, aucune enquête qui a été diligentée contre ces agents de police. Et on parle de peuples autochtones, enfin de jeunes qui avaient 16, 17 ans, des jeunes qui passaient par là par hasard, sur qui on a tiré. Voilà, c'est le problème. L'impunité, la corruption. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi. C'est la culture de l'impunité, la culture qui permet de se défausser et de ne pas exécuter la loi, sans compter bien sûr le racisme rampant. Oui, tous ceux qui ont des noms aymaras, etc., autochtones, eh bien, ils font l'objet de ce racisme ordinaire. Moi, en tant que reporter, en tant que journaliste, je voulais parler de ce qui nous
motive pour écrire ce genre de chronique. Alors, je voulais dire que ce récit journalistique nous permet de recourir aux ficelles de la littérature, la métaphore, etc. Mais le récit est réel. Ce n'est pas de la fiction. Et c'est pour moi une façon de réfléchir sur notre humanité, sur le coût du progrès. Lorsque l'on appréhende le progrès de façon contradictoire, eh bien, qui en est le gagnant, qui en est le perdant? Et c'est dans ce processus, dans cette gestation, et je crois que tu le sais aussi, c'est dans ce processus-là que l'on transmet non seulement des informations, mais aussi des émotions, l'expérience, on transmet le savoir aussi. Donc, oui, et on donne corps à ces histoires. Antonio Molina disait que les histoires arrivent à l'un d'entre nous. Donc, nous donner des chiffres, parler de statistiques, nous dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes à cause d'une catastrophe naturelle, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on dit on s'est rendu chez Maxima Acuna et que l'on raconte le sort qui lui a été réservé, qui a été réservé à son bétail et que l'on raconte son combat. Donc, on met un visage sur ces chiffres. Oui, absolument. Et je crois que, bon là, on se retrouve dans le cadre de rencontres et on sait qu'il y a un récit de la nature, le nature writing. C'est un style littéraire. Et très souvent, on va avoir des descriptions bucoliques, les arbres, etc. Oui, c'est une bonne chose, mais je crois que ce qui compte, pour ma part du moins, eh bien, c'est que c'est un récit politique. Et je ne parle pas de politique partisane, de droite ou de gauche. Non, ça ne m'intéresse pas. En fait, à travers notre relation avec la dynamique, avec la nature, il y a des dynamiques de pouvoir. Comment veiller à garantir le bien commun à travers ce lien que nous avons avec la nature? Comment construire notre société? Je crois que c'est fondamental. Par exemple, maintenant, je suis en train d'écrire un article. Oui, justement, j'allais te poser la même question. Tu m'as coupé l'herbe sous les pieds. Et disons-nous davantage et pourquoi tu vas te rendre en Amazonie. En ce moment, j'essaie de terminer un article sur le trafic de jaguars. Il s'agit de l'animal sauvage le plus important d'Amérique latine. C'est un peu l'équivalent du tigre asiatique. Il y a donc un trafic illégal de ce félin pour pouvoir lui enlever la peau et faire des produits dérivés. On récupère certains de ses os et on les envoie en Asie, puisqu'il y a presque plus de tigres en Asie. Certaines branches de la médecine chinoise utilisent donc les os de jaguar. Et il y a donc beaucoup d'exportations. Je suis donc en train de dépeindre le jaguar, raconter ce qui est arrivé à un jaguar qui a été dans une cage en béton de 2 mètres sur 5, qui n'a jamais été dans la jungle et qui était la mascotte d'un président régional d'Amazonie, de mon pays. Et ensuite, ce président régional a même été condamné et emprisonné. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a pu donc libérer le jaguar. Une scène c'est une scène qui m'a rappelé la cruauté humaine. Je pense aussi à Prince, lorsqu'il s'est rendu dans la jungle, il a vu cette pièce en béton et il n'y avait pas, et le jaguar n'arrivait pas à quitter cette cage, n'arrivait pas à aller dans la jungle. Je pense qu'il aurait été mieux pour lui de l'écarteler
plutôt que de le soumettre à cette torture pendant 13 ans. C'est une image de la cruauté humaine. Mardi prochain, je serai à Quito, en Équateur. Et là, je vais commencer un voyage à partir des Andes équatoriens, qui est l'endroit d'où est partie la première expédition en Amazonie. C'est un voyage qui a eu lieu il y a 500 ans. C'était Francisco de Orellana qui y a participé et qui a donné le nom à cette jungle. Je vais essayer de reprendre son itinéraire et d'aller jusqu'à Belém do Pará au Brésil, à l'embouchure de l'Amazone. C'est un voyage de près de 6000 km. Cela va me prendre jusqu'au mois de novembre. Et j'irai tout seul. J'essaie toujours de voyager léger. J'aurai un petit cartable avec mon ordinateur portable. J'aurai peut-être quelque chose pour enregistrer les sons, un cahier pour faciliter mes déplacements. Et c'est difficile à faire, surtout lorsqu'on est marié. Il faut négocier un peu. Je pense que tu sais de quoi je parle. Voilà la partie la plus difficile. Vraiment, j'insiste. Bon, nous allons donner la parole au public. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait poser des questions, voudrait partager des commentaires. Cela fait près d'une heure que nous avons pris la parole. Je voudrais donc donner la parole au public pour des questions, des doutes. Ne soyez pas timide. Vous pouvez aussi vous plaindre. Vous pouvez aussi poser des questions à Joseph sur son mariage. Ah, je vois quelqu'un qui veut intervenir. Son en francés las preguntas, las escuchamos por aquí. Can I ask a question in English? Okay. Sure. So Yeah. translate into some language. We're fine with English. Yeah. We're fine with English. So what you're describing, Está usted in this conversation is very familiar describiendo to me en esta, from working en esta conversación in algo other que parts of the world. me recuerda a algo que he visto And I think en mi vida I keep profesional. returning to Creo what que the South African writer Jem Coetzee je pense à l'écrivain called out Coetzee, in his Jerusalem speech in the 1980s. al escritor Jem Coetzee, algo que escribió en los años 80, cuando indicó que una cuestión fundamental que apuntala la codicia, y eso se ve reflejado en la violencia, en la apartheid, y ello radica en la carencia del amor, el fracaso del amor. Y es una cuestión que los periodistas han abordado durante muchos años. Me pregunto entonces si ustedes como periodistas, como escritores, como contadores de historias, ¿cómo podemos viajar hacia el amor? I wouldn't want to be in your shoes. Very beautiful question. Yeah. No quiero estar en tus zapatos. C'est une très belle question. Merci pour cette question. Il est dur de répondre à cette question. Comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de pas trop optimiste. Mais quand je me rends dans ces écoles et je rencontre les étudiants, quand je discute avec eux, quand ils viennent à moi, me posent leurs questions, beaucoup d'entre eux me disent « Je veux faire ce que tu fais ». Et alors, je voudrais raconter l'histoire de mes grands-parents. Il s'agit souvent de petits-enfants, de personnes qui viennent des Andes ou d'autres endroits. Et c'est à ce moment-là que j'aime bien
où je réalise que mon métier sert à quelque chose. Je reprends alors ce que disait cet intellectuel qui disait que le journalisme permet de nous connecter avec l'amour. Je ne le dis pas d'un point de vue romantique. Je le dis dans un sens de faire attention à son prochain. Et par ce moyen-là, on arrive à tisser un réseau de solidarité. Nul ne se sauve tout seul. Nous n'y parvenons qu'en tant que communauté. Je veux croire qu'en tant que journaliste, nous contribuons, nous apportons notre pierre à l'édifice pour réussir à sauver, non peut-être pas 100% de personnes, mais nous essayons de contribuer. Nous gardons espoir de pouvoir contribuer. Je me rends compte aussi qu'il y a une certaine préoccupation littéraire qui vise à ramener une histoire sur l'attention aux autres, sur l'amitié, et on se rend alors compte que les liens entre les personnes sont fragmentés. Si fragmentés qu'il nous manque l'essentiel. Jorge Rixman, un philosophe que j'aime beaucoup, dit souvent qu'une crise d'attention est une crise d'amour. Une crise d'attention due au téléphone portable. Nous sommes très dispersés. L'amour repose sur l'attention. Nous devons donc résoudre ce problème. J'ai beaucoup lu sur ce sujet et je pense que nous pouvons aborder cette problématique d'un point de vue philosophique. Je pense à Peloton Jackson qui a écrit sur l'économie des soins et il s'agit de sources européennes qui reprennent ce que tu dis. Peut-être en Amérique latine, tu as vu des écrivains qui ont abordé les mêmes questions. Effectivement, l'amour est un mot très grand. Et je me rappelle un livre d'Henry Solomon sur la dépression. Depuis la pandémie, elle se manifeste de plus en plus à cause de l'isolement des personnes. Pour lui, la dépression est une fissure de l'amour. J'ai retenu cette phrase et je suis d'accord. C'est comme quelque chose qui casse nos liens et on finit par s'isoler. Et je pense que le capitalisme fait la même chose. Le capitalisme est donc une maladie que nous subissons. Et la façon de pouvoir nous en sortir, de pouvoir atteindre ce que nous appelons l'amour, c'est de faire attention aux autres, d'être solidaire. Je pense que c'est une voie à suivre. Je voudrais savoir si nous avons d'autres questions. Je voulais vous remercier. Je suis très ému car je viens souvent à la Fondation Michalski et pour moi, c'est un grand honneur que Joseph Zárate et Azahara soient présents ici ce soir. J'ai suivi votre discussion et j'ai commencé à connecter plusieurs idées, d'une façon même vertigineuse. Je viens de participer à un atelier d'écoféminisme avec Udina Garzón, Marta Tafalla. Et alors, je vais le dire d'une façon très simple. Lorsque nous parlons de militantisme, de militants, de représentants de communautés autochtones, il nous vient toujours à l'esprit le cas de beaucoup d'hommes. Enfin, on a souvent des hommes en tête, mais on oublie qu'il y a aussi des femmes, comme Mariluz, celle qui a été tuée récemment, et à laquelle on a rendu hommage. Je
Je me demande alors comment nous allons pouvoir affronter tout ceci. Nos femmes personnifient cette dichotomie, la nature opposée à la culture représentée par l'homme. L'homme représente le patriarcat, le capitalisme, et nous avons alors ces femmes autochtones qui représentent l'amour pour la nature, pour les cours d'eau, pour l'environnement. Comment pouvons-nous donc donner sa juste valeur aux soins, à l'amour pour la nature? C'est une question que je me pose tous les jours, car j'admire ces représentantes des communautés autochtones. Mais en même temps, j'ai des collègues colombiennes, péruviennes, et je me rends compte que c'est un sujet très complexe. Une fois en discutant avec elles, j'étais très surprise. Pour elles, avoir un proche qui œuvre pour l'écologie est presque une honte. C'est une situation terrible. Et je me demande alors comment nous allons pouvoir nous en sortir. Comment allons-nous donner une voix à toutes ces personnes pour pouvoir indiquer aux autres vers où nous devons nous diriger? Yo no tengo una respuesta, digamos, cerrada a lo que dices. Oui, je ne vais pas répondre à proprement parler à cette question, mais je vais vous donner mes impressions. Alors, lorsque je voyage, j'ai voyagé avec ces nouveaux militants, des jeunes, de nouveaux leaders, et très souvent, je rencontre des femmes leaders dans leur communauté. Et la nouvelle technologie de l'information, les réseaux sociaux, YouTube, ce sont des outils que ces jeunes femmes savent utiliser. Elles donnent du contenu, elles font des podcasts, elles font des vidéos, et je crois que c'est vraiment génial. C'est ce que je ressens en tous les cas. Et je crois que c'est ce qui se passe de plus en plus. En Équateur, il y a Janda et Sani Maldawano, ce sont deux frères, et alors l'une des deux est cinéaste, et elle fait des films dans sa langue, et elle choisit les thématiques qui occupent la communauté Samara. Il y a des thématiques qui ont trait aux droits de la femme, qui sont plus intimistes, d'autres relèvent plus d'un militantisme pur et dur. Donc je crois que c'est puissant. Et donc il y a des lieux communs selon lesquels on dit que les journalistes donnent leur voix à ceux qui n'en ont pas pour qu'ils aient droit de citer, mais en fait, c'est une idée préconçue parce que ces peuples autochtones, ces gens-là ont toujours eu une voix. Leur voix s'élève. Simplement, ils n'ont pas eu l'espace, la plateforme adéquate, idoine pour s'exprimer. Je crois qu'aujourd'hui, entre parenthèses, les technologies se démocratisent, mais enfin, je ne sais pas si c'est une bonne chose malgré tout. Il y a une ouverture qui permet d'entendre des voix de ces leaders. Ces leaders peuvent écrire, peuvent s'exprimer, peuvent témoigner. Et la prochaine fois que quelqu'un de mon pays viendra ici, peut-être que ce sera quelqu'un de la communauté Quechua ou Awajún ou Aymara. Quelqu'un qui parlerait de son propre travail au nom de sa propre communauté. C'est ça qui est en train de changer, je crois. Et c'est pourquoi ces leaders femmes s'emparent de leur destin et leur voix s'élève. Oui, alors je crois qu'on s'est rendu compte, malgré tout, que le progrès était peut-être illusoire. On a été déçus. On le voit avec le changement climatique. Il y a une sorte de désillusion à l'échelle internationale. Et donc, il y a une brèche dans laquelle on s'engouffre et par le biais de laquelle on peut questionner ce
progrès, une brèche par le biais de laquelle on peut entendre les voix des écoféministes, des féministes, des militants en faveur de l'environnement, etc. Donc ce récit officiel ne nous satisfait plus. Cette richesse, la richesse qui découle de ce progrès n'a pas été distribuée d'une façon équitable et donc on se questionne et c'est une bonne chose. Oui, je crois qu'en situation de crise, en général, comme celle que nous vivons, et c'est le cas pour tous les êtres humains, en situation de crise, disais-je, nous déclenchons des mécanismes de défense. L'un de ces mécanismes eh bien, il nous pousse, il nous invite à innover, à sortir des sentiers battus, à exiger, à revendiquer. C'est une forme d'expression peut-être agressive. Ces communautés, aujourd'hui, sont beaucoup plus présentes sur la scène politique. Par le passé, les communautés autochtones eh bien, avaient une présence peut-être un peu plus culturelle, un peu plus folklorique. On prenait des photos, on les trouvait dans le National Geographic, etc. Mais la présence de ces communautés autochtones aujourd'hui est beaucoup plus politique et je crois que c'est ce qui va se développer plus avant à l'avenir. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, j'avais deux questions et revenir sur ce que vous avez dit rapidement. D'une part, cette critique ne vise pas les partis, ce n'est pas une critique partisane, ça me semble intéressant, parce qu'en effet, on pose un certain nombre de questions, on interpelle, qui vont forcément viser l'un ou l'autre de ces partis politiques, l'une ou l'autre de ces formations politiques. Donc éviter ce piège, c'est difficile. Autre chose, vous avez dit qu'il ne fallait pas forcément nommer politiquement ces acteurs. Alors je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Ensuite, le journalisme. Il me semble que vous avez exercé en tant que journaliste et je crois que beaucoup des moyens de communication sont entre les mains de ces grands acteurs économiques. Le pouvoir est entre les mains de ces médias. Je vis en France actuellement depuis plusieurs années. Il y a une guerre féroce des magnats de la presse qui sont propriétaires de l'industrie et qui dirigent les ficelles de ces médias qui sont présents sur les réseaux ou à la télévision et qui ont placé leurs propres candidats au présidentiel ou du moins qui les guident et les financent. Donc on voit bien que les médias sont contaminés par ces crises de pouvoir. Oui, merci pour cette question. Alors, pour ce qui est de la première question, dans mes récits, dans mon écriture, ce n'est pas que je ne veuille pas étiqueter telle ou telle idéologie. En fait, je veux donner à voir, je veux décrire les détails, je veux raconter pour que l'on puisse ensuite réfléchir à partir de ces récits. La chronique est un genre littéraire à part entière qui part de la réalité. Et donc, le point de vue est assez spécifique. Mais je crois que la chronique n'est pas un espace de certitude. C'est là où on se pose des questions. C'est un espace de questionnement. Le doute, et dans mon cas, je le pratique. Il m'habite. Est-ce que le moyen de communication, est-ce que les médias ont réussi à changer ton point de vue? Alors, j'y venais, j'allais répondre à la deuxième question. Je n'ai jamais travaillé pour un journal ou un autre. Après l'université, j'ai travaillé au sein d'un magazine, Etiqueta Negra, qui n'existe plus aujourd'hui, qui avait une dimension politique. Et là, j'avais carte blanche.
On ne m'a jamais imposé une ligne éditoriale et je n'ai jamais travaillé pour un journal, donc je n'ai jamais été touchée par ce phénomène que vous décrivez. Mais en effet, j'ai beaucoup de collègues qui ont vécu ces pressions et dans mon pays, la presse traditionnelle est toujours alliée aux intérêts économiques. Donc, il y a des connivences, bien sûr. Malgré tout, aujourd'hui, sur Internet, il y a bien d'autres moyens de communication qui sont beaucoup plus indépendants, qui ne sont pas donc liés par la publicité. Et il y a un grand journalisme que l'on retrouve sur Internet. En fait, le problème, c'est comment ce journalisme est financé. C'est là où le bas blesse. Et je crois que pour ma part, du moins, j'essaie autant que possible de pratiquer le journalisme comme je l'aime, journalisme auquel j'ai dédié toute ma carrière. Je veux être un bon représentant du journalisme. Je veux en être fier. Je veux vérifier l'information. Je n'invente pas. Je respecte mon public. Je veux être à la hauteur de cette charte déontologique. Alors, quand il y a des manifestations, on se rend compte que ceux qui manifestent, à chaque fois qu'ils voient du coin de l'œil un journaliste, bon, ils ne le regardent pas d'un bon œil, ils sont plutôt défiants. Pourquoi? Parce que les journalistes n'ont pas une bonne réputation. Enfin, ça ne te concerne pas. Mais enfin, je ne veux pas qu'on me jette la pierre, donc je fais attention. Mais enfin, il y a une tension, en effet. Il y a des entreprises journalistiques, enfin des journaux qui s'allient des responsables politiques, mais d'autres médias sont plus indépendants et c'est une bonne chose. Il y a tout de même un bastion qui permet de nous défendre. Je ne sais pas si nous avons encore du temps. Est-ce que nous pouvons poursuivre? Une seule question. Très bien. Y a-t-il d'aventure une question? Ce serait la dernière pour clore cette soirée. On voit chez nous pas mal de jeunes qui font un retour à la nature, des jeunes écologistes qui vont partir en campagne, chercher à travailler la terre avec la permaculture. C'est des choses qui arrivent depuis longtemps chez nous, mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est quand même de plus en plus prégnant. Et je me demandais si au Pérou ou en Équateur, il y avait aussi des jeunes qui font ce mouvement de retour à la terre, de retour à la nature, de recherche peut-être de racines ancestrales ou de nouvelles manières d'être au monde avec la terre. Voilà. Oui, c'est une question très importante. Enfin, je l'ai vu dans mon pays au moins, et surtout pendant la pandémie. Bon, on était enfermés, on était à la maison, et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas beaucoup de grand-chose pour survivre. Et donc, du moins, les citadins, ils se sont retrouvés à travailler depuis chez eux. Je crois qu'il y a une crise existentielle. Oui, beaucoup de jeunes ont décidé d'aller vivre en campagne. On l'a vu au Pérou. Bon, mais le problème, c'est que dans la région des Andes ou dans la jungle, il y a une gentrification.
C'est une nouvelle population qui a fait une exode des villes vers les campagnes et donc ça a modifié le paysage. Il y a eu donc gentrification. Donc il y a un retour à la terre, c'est vrai. D'une part, c'est un phénomène assez vaste, mais d'autre part, ce déplacement de ces citoyens purs et durs a changé le paysage de ces campagnes. La vie est plus chère. Il y a peut-être là un danger. Il y a une tension entre ce retour à la nature et cette gentrification. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument, c'est un phénomène mondial. Je pense la même chose. Il y a donc une inquiétude que l'on a vis-à-vis de la nature à cause du changement climatique. J'ai toujours été citadine et je suis une journaliste spécialisée dans le changement climatique parce que c'est le problème qui est venu à moi. Mon intérêt pour le journalisme environnemental vient de là et je crois qu'il y a une épiphanie peut-être à laquelle on assiste. Il faut que l'on repense la façon dont on repense notre relation à la nature. Mais bon, il y a tout ce phénomène dont tu parles, les néo-ruraux qui cultivent une petite plante et qui se prennent pour des agriculteurs. Il y a la gentrification de toutes ces zones. Tout peut être réutilisé, réinstrumentalisé dans le capitalisme. Oui, tout à fait. Le rituel d'ayahuasca que l'on voit dans la jungle, ce sont des rituels ancestraux, mais qui est commercialisé aujourd'hui. Ça fait l'objet d'un espèce de tourisme de masse. Donc, tout est marchandisé. Oui, il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui ont leur propre potager. Voilà, donc c'est un risque, en effet, mais il y a peut-être aussi une conscience sociale qui n'existait pas par le passé. Merci pour cette question. C'était la dernière question. Maintenant, la toute dernière. Moi, je voulais vous remercier de votre présentation. Merci d'avoir présenté mon pays. Nous sommes des compatriotes. Je viens de Huaraz, du nord du pays. Mais j'ai suivi avec intérêt tout ce que vous faites pour mieux présenter la situation que nous connaissons tous. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la question de Madame. Je vais parler en français aussi. Juste dire que, en fait, ce qu'on vit ici avec la jeunesse dans mon pays, en tout cas dans la région d'où je viens, malheureusement, c'est le contraire. C'est-à-dire, il n'y a pas encore une prise de conscience comme ici, peut-être, pour cette connexion, ce retour d'attachement, retour à la terre. La permaculture, ces choses-là, ça s'est perdu, malheureusement. Il y a une agriculture du commerce, de l'industrie, c'est-à-dire pour l'exportation, ça oui, mais l'agriculture avec amour, avec connexion, avec ses connaissances, cet amour à la terre que nos ancêtres pratiquaient, avec les connaissances astrologiques, lunaires, l'agriculture biodynamique, par exemple, ça n'existe pas. Malheureusement, c'est en train de... Ça me rend triste chaque fois que je vais là-bas, parce que c'est ce que je pratique ici. J'ai grandi dans un milieu, dans une famille paysanne, donc j'ai cet amour que j'ai pu continuer ici grâce à ma passion. Mon fils fait pareil. Par contre, mon fils, voilà, c'est exactement comme la jeunesse, il fait partie de la jeunesse qui, voilà, cet amour pour la terre, qui lutte aussi pour tout ce qui est alternatif, ces choses-là. Bon, voilà, malheureusement, je dois dire que là-bas, on est loin, on est tellement perturbé, je vois la jeunesse occupée, connecté à la technologie moderne, Internet, tout ce qui existe avec ces biais-là.
c'est très décevant. Par contre, quelques familles de milieux plutôt occidentalisés, je connais un peu des familles, eux, ils essayent, mais ce n'est pas grand-chose. Voilà. C'est tout ce que je pourrais ajouter. Et aussi dire merci à mon collègue, à mon compatriote qui travaille pour quelque chose d'assez important, disons, de donner cette information, chercher, fouiller des fonds, qui est assez rare plutôt. À l'époque, il y avait un journaliste français, Marcel Nidirgan, qui faisait des reportages, qui faisait des recherches assez approfondies, présentait des reportages que j'appréciais beaucoup, comme aussi Alain Labrousse, des périodistes comme ça. Mais bon, maintenant, ça manque effectivement. Et puis, ça m'a fait beaucoup plaisir d'écouter quelqu'un qui cherche justement à diffuser, à écrire des choses qu'on a tous vécues, quoi. Le Pérou, c'est un pays raciste, effectivement. J'ai vécu là-bas un racisme beaucoup plus important qu'ici. Donc ça peut tout dire pour moi. Donc, depuis mon enfance, effectivement, cette envie de s'oublier, de ne plus dire qu'on est indien, ne plus parler notre langue, par exemple, c'est quelque chose que, voilà, c'est une espèce de survie, en fait. On adopte ça pour essayer de peut-être d'être mieux accepté, mieux s'intégrer, mais c'est faux. On perd, justement. Mais par contre, ayant souffert de cette situation-là, ce racisme assez profond, j'ai pu par la suite assez rapidement être fier et plutôt exagéré dans le sens de parler quechua, c'est ma langue d'origine, le quechua, parler le quechua partout. Parce qu'en voyageant au Pérou, au sud du Pérou, par exemple à Cusco, les gens parlent facilement quechua, mais pas ailleurs, surtout pas à Lima. Tous les gens qui ont émigré de l'Amazonie, de la montagne, des Andes, ils essayent d'oublier effectivement la langue, leur identité, quoi, pour être mieux acceptés, mieux intégrés. Bon, je ne veux pas donner plus de détails des épisodes de racisme, bon, je pourrais une autre occasion. Dejamos que conteste. Bon, nous allons donner la parole à Joseph. Je pense que c'est une question, une réflexion très complète et probablement elle donnerait lieu à d'autres débats, mais il s'agit de la dernière question. Donc, qu'en penses-tu? Merci, monsieur, d'être ici. Merci d'avoir parlé d'une façon si sincère. C'est quelque chose d'émouvant. C'est un peu l'histoire de mes grands-parents. J'ai rien d'autre à rajouter, mis à part vous remercier. C'est une illustration de ce dont nous avons été témoins pendant les dernières années. Je me rappelle ce que disait ce que disait Madame sur nous reconnecter avec l'amour. Je pense que ce dont vous parlez fait partie. Nous nous rendons compte parfois que les êtres humains pouvons être misérables. Et c'est un signe d'espoir de voir cette lumière, cette solidarité qui peut revivre, qui a souvent été silenciée. Donc je tiens à vous remercier pour votre commentaire et je remercie à tous les autres d'être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous et merci à toi, Joseph, bien entendu. Nous allons faire une séance de dédicace. Joseph sera à votre disposition si vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'il vous dédicace votre livre, il le fera. Mais je voudrais juste ajouter que je ne connaissais pas Joseph avant de venir et je suis émerveillé parce qu'il a partagé avec nous. Merci beaucoup.